Salut à vous et bienvenue dans cette vidéo. Ensemble, nous allons apprendre à utiliser NoIP. NoIP, c'est un petit site web qu'on a dit DDNS, Dynamic DNS, qui va en fait vous permettre de prendre un petit Raspberry Pi ou un PC chez vous, de le rendre disponible sur le web à travers une adresse telle que celle-ci qu'on peut voir ici. L'idée, c'est que vos potes comme ça n'auront pas besoin de rentrer votre adresse IP à chaque fois qu'elle change. Il va simplement falloir viser vers cette adresse-là et les gens vont pouvoir accéder à votre site web, à votre jeu, serveur Minecraft, à votre jeu, tout ce que vous voulez. Là, en l'occurrence, moi, c'est pour stocker des petits scripts Python qui vont tourner sur le PC à longueur de journée. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? C'est parce que récemment, j'ai décidé d'investir sur le fait d'avoir un Raspberry Pi en hébergement sur un serveur en ligne. J'adore ce site web là, je me suis toujours dit qu'un jour j'en achèterais un. J'ai passé le cap. Depuis que j'ai vu ce que c'est le Raspberry Pi 5, je me suis dit allez, on va s'y essayer. Donc là j'ai le Raspberry Pi 5 qui tourne dans un pays en Europe et qui est accessible depuis le web. Très bien, c'est chouette d'avoir son petit Raspberry Pi 5 sur un serveur en ligne. Ça m'a coûté pas mal cher. C'est pas énorme, mais c'est quand même cher pour quelqu'un qui n'utilise pas ça professionnellement. Et le truc, c'est que je ne peux pas me permettre de toucher à ce Raspberry Pi. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que pour la première fois de ma vie, je me retrouve avec un Raspberry Pi de production. C'est un Raspberry Pi que les gens vont utiliser, que les joueurs vont utiliser, que bon, je vais utiliser. Et donc en fait, il ne faut pas qu'il bouge, il faut qu'il reste assez stable, assez fixe. Et donc, il m'en faut un deuxième sur lequel je puisse faire des tests. Je ne vais pas remettre 200, 300 euros pour avoir un deuxième là-bas et faire des tests là-bas. Je pourrais, mais j'ai pas le budget. Donc, je me suis racheté un Raspberry Pi 5, le même qui tourne là-bas, et ce Raspberry Pi 5, il est chez moi. J'ai envie de le rendre disponible à la communauté, donc pour ça, il faut qu'on utilise NoIP. Et donc, maintenant, le reste de la vidéo, maintenant que vous avez le contexte, ça va vous expliquer comment on fait ça. Donc, première étape, vous allez devoir aller sur NoIP. Donc ici, si je vais sur le site qui s'appelle NoIP, ça ressemble à ça. Ça nous permet d'avoir un IP dynamique. Vous allez simplement créer un compte. Alors je vais aller sur le site, mais sur Brave pour m'isoler de ce que j'ai déjà connecté. Voilà, on va aller sur NoIP ici. On va dire qu'on veut sign up, on veut créer un compte. Et on va dire oui, c'est bon, j'accepte tout ce que tu veux. Je veux me connecter avec un compte Google. Mon compte Google, je crois que c'est celui-là que j'ai utilisé. On va utiliser celui-ci, mais juste pour le délire. Il est déjà utilisé. On va utiliser un autre. On va utiliser celui-là. Voilà, magnifique. On dit qu'on continue. Maintenant que je vais me connecter à ce compte Google, j'arrive dans une interface qui va ressembler à ceci. Dans cette interface, je vais pouvoir aller créer ici un hostname ici. Alors, dans mes souvenirs, c'est payant. Je me souviens plus à quoi on a accès en termes de gratuité. Donc pour l'instant, on va le faire en gratuit pour voir justement ce que ça donne. On crée ici un hostname. Et ce hostname, ça va être le nom qu'on veut donner à notre pote. Donc ici, moi, je préfère mettre dns.net pour qu'on sache bien que c'est un DNS. Puis là, je vais l'appeler upint. Non, je vais l'appeler Hello World. Hello. Est-ce que quelqu'un l'a déjà appelé comme ça? A priori, non. C'est étonnant. Ok, donc basiquement, je crée un hostname qui s'appelle Hello World, DDNS. Je mets l'adresse IP de chez moi. Vous voyez qu'il a déjà directement détecté où j'habite et donc du coup, il a directement mis, pouf, l'adresse IP dedans. Normalement, c'est censé pouvoir le changer, mais apparemment non. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir dire que on veut faire record type, record this point as a hostname to an IPv4 address, PV6, web redirection. Donc web redirection, c'est si vous voulez rediriger vers un site web. Nous, c'est pas ça qu'on veut faire, c'est rediriger vers chez nous. Mais protocole, ouais, donc ça c'est si on veut rediriger vers un site web. C'est pas ce qu'on veut faire. Nous, on veut faire rediriger vers un adresse IPv4. C'est quoi la différence entre une IPv4 et une IPv6? En fait, ce qui se passe, c'est que sur Internet, ça permet de dire voilà la maison de quelqu'un, voilà le bâtiment de quelqu'un, voilà le supermarché où il y a des centaines d'ordinateurs. Et puis en dessous, on a un réseau local
qui lui va savoir communiquer avec tous les ordinateurs. Donc ça, c'est pas une adresse de réseau local, c'est pas comme si vous accédiez au PC de quelqu'un, non, vous accédez à la boîte Internet d'un bâtiment. Et donc en gros, là c'est la boîte Internet du bâtiment qui est ma maison où il y a 100 ou 200 appareils. Alors, entre les machines à café, les PC, les téléphones, il y a beaucoup d'appareils dans tous les sens. Ok, donc ça c'est mon adresse IPv4. Le problème c'est que des adresses IPv4, on a ce nombre d'adresses IPv4, comme ceci, et ce nombre d'adresses IPv4 c'est tout le monde entier. Le problème c'est que c'est énorme, mais c'est pas assez avec les IA, l'Internet connecté, avec toutes les choses qui nous entourent, il n'y en a plus assez. Et donc pour pouvoir nous permettre d'avoir plus d'adresses IP, en fait il y a un autre protocole qui a été inventé qui s'appelle, je ne sais pas si c'est le mot protocole, mais qui s'appelle IPv6. Et IPv6 c'est la même chose mais avec beaucoup plus d'adresses. Je crois qu'on n'aura plus jamais un problème d'adresse, sauf si les IA deviennent tellement importantes qu'elles créent elles-mêmes des adresses IP pour leurs sous-IA, etc. Et que du coup on commence à avoir des milliers d'IA pour une seule IA. À ce moment-là on va peut-être avoir des problèmes avec IPv6 dans 50-100 ans, mais pour l'instant voilà, tout ça pour dire, on s'en fout, je voulais juste vous expliquer ça parce que simplement, culturellement, c'est intéressant et des fois, on n'a pas d'IPv4 parce que ça devient coûteux. Tout ça, désolé, c'était une parenthèse qui servait à rien. Tout ça pour dire, là, c'est l'adresse IPv4 vers laquelle on veut rediriger. Nous, ce qu'on veut, c'est rediriger vers chez nous. Donc, du coup, on va dire ceci. On crée le hostname. Il nous dit que c'est déjà pris, Hello World 42. Voilà, donc j'ai une adresse ici qui s'appelle helloworld42dns.net sur laquelle on peut renvoyer les utilisateurs vers ma maison à moi. Ce qui veut dire que maintenant, si jamais j'envoyais un message UDP ou à WebSocket Server ou n'importe quoi de message réseau sur cette adresse-là, ça reviendra chez moi, qui est cette adresse-là. Et donc du coup ici par exemple, je vais essayer de vous donner un exemple. Visual Studio Code. Voilà. Ok. On va ouvrir Python. On va ouvrir un UDP. Send Receiver. Donc là, voilà, j'écoute à un port. Alors le port qui est ouvert chez moi, donc ça c'est ce qu'on appelle du port forwarding. J'ai un port qui est ouvert au monde extérieur. Et ce port qui est ouvert au monde extérieur, je propose ce port qui est ouvert au monde extérieur, je propose une autre vidéo pour vous montrer comment on fait pour ouvrir un port. Il est en fait redirigé vers mon PC, vers ce port-là. Donc en gros, ça veut dire que là, pour le moment, 3615, si vous envoyez un message sur le port 3615 avec mon adresse IP, je devrais recevoir un message. En tout cas, quand une de mes applications est ouverte. Je vous montre. Ici, si je fais comme ceci, send every 1 second some UDP package message random number on the IP 2.3615 comme ceci. Donc on voit un message UDP en Python. Voilà. On lui dit tu peux m'envoyer un petit message en Python sur cette adresse là. Vous voyez qu'il m'a apporté la librairie qui permet de gérer du réseau, du temps, le random. Il m'a stocké de petites variables pour l'endroit où on est en train de viser. Il crée ici un client UDP qui va me permettre d'envoyer des petits messages via le réseau. Et ici, toutes les secondes, vu qu'il va attendre une seconde, il va envoyer ici un petit message à cette adresse-là. Donc là, normalement, vu que j'ai ouvert mes ports, s'il veut bien, donc on va enregistrer bureau, hello UDP, démo, voilà, on fait play, voilà, et voyez, je reçois des numéros sur mon ordinateur. Il faut savoir que c'est pas de mon ordinateur à mon ordinateur, là, c'est envoyé vers l'extérieur
ça va aller sur le réseau Proximus, qui est le réseau belge, et puis ça va détecter que je veux atteindre un PC qui est à l'adresse donnée, qui est cette adresse-là, et ça va redescendre vers ma maison, et vers ma maison, il va aller sur cette adresse-là. Et cette adresse-là, quand on demande sur ce port-là, elle va prendre ce message et elle va vous l'envoyer sur mon PC à moi que j'ai spécifié sur ce port-là. Et vu que j'ai une application qui pour le moment tourne et écoute sur ce port-là, bah, on sait recevoir ce message. Je le reçois de toute façon, le message, mais là je le reçois et je peux le traduire en une action, basiquement. C'est un peu ça l'idée. Donc c'est monter, 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 redescendu, redescendu. Maintenant le truc c'est que vu que j'ai créé un NoIP ici, avec ceci, normalement, je dis bien normalement, je vais sûrement me planter. Si j'écris ceci, voilà, je devrais, dans la théorie, je dis bien, envoyer un message chez moi. Alors, UDP, clear, tadam. Donc vous voyez que maintenant, je n'envoie plus à des petits numéros ici, mais je l'envoie à une adresse qui est le serveur de NoIP. Et ce serveur de NoIP va reprendre ce message et le renvoyer vers l'adresse qui est stockée là-bas. Le problème de base de cette vidéo, comment je fais pour mettre à jour cette adresse? Parce que le problème c'est, admettons maintenant, elle change, donc je me fais déconnecter d'Internet et Internet revient, et cette adresse IP change. Dans certains pays, ça va arriver plus facilement que dans d'autres. Dans certains fournisseurs Internet, ça va arriver plus souvent que chez d'autres. Par exemple, moi je me souviens de l'époque où on était déconnecté tous les 2 jours par Proximus et ça changeait d'adresse IP. Et donc voilà, il faut que je puisse mettre à jour ceci. Comment on fait? On va cliquer sur le petit bouton créer un DDNS key ici. On va dire qu'on veut générer ce DDNS key ici, et le site web va nous générer un utilisateur et un mot de passe ici. Donc cet utilisateur, ce mot de passe et cette donnée, on va devoir la conserver. Donc ici, je vais la noter quelque part. Note. Espérons que... Ah, shit. Il faudra que je change le numéro de mon bot. C'est pas grave, je vais les changer juste après la vidéo. Alors... c'était lequel le bot, ça? Ouais, je le changerai après la vidéo, de toute façon. Les deux. Pop, pop, pop. À chaque fois, je fais l'erreur de mettre des mots de passe dans Notepad et quand j'ouvre la fenêtre, vous voyez vous voulez m'envoyer le mot de passe, mais c'est pas grave. Donc, premier, c'est le username. Hop. Le deuxième, c'est le mot de passe. Voilà. Et le troisième, c'est ce numéro-là. Comme ceci. Donc, on va avoir besoin de ces trois-là. On va sauvegarder ça. On va aller... Holdness, ouais. Voilà. On va aller sur Internet, ici, on va créer un nouveau, et on va l'appeler update, comme ceci, enregistré sous, dans bureau, on va l'appeler update NoIP. Ce que je propose de faire en fait ici, c'est de vous montrer sur Windows comment on fait, et puis on ira voir sur Raspberry Pi comment on se débrouille. Il faut savoir que ce que je vous montre là, les mots de passe, je vais de toute façon faire reset dès que la vidéo est finie, hein, donc ils ne seront plus valides. Donc, il va falloir que vous créez votre propre compte. Ok, donc ici on a notre ID, notre mot de passe et le site web qu'on va devoir utiliser. On va aller voir ce que ça donne le code sur GitHub. Donc sur GitHub, est-ce que j'ai mis ce code moi? Ici. Sur GitHub, il y a dans mes répertoires qui s'appelle NoIP Update from PyPython. Donc ce truc-là, justement, c'est le sujet de cette vidéo. Il vous montre comment on fait pour cette vidéo, pour avoir ça. Et du coup, on va avoir un script Python qui nous permet de mettre à jour. Et ici, il va falloir qu'on paramètre notre Raspberry Pi après pour que toutes les heures, ici, il mette à jour justement l'IP. Donc, le code, lui, il se trouve ici dans la partie code. Donc, ici. Non, c'est pas là. C'est dans NoIP Update from Python, pas dans le README, mais justement dans le update.py. Update.py. Ce update.py, qui peut être nommé autrement, hein,
ici, vous allez pouvoir voir qu'il est composé comme ceci. On va pas utiliser l'adresse, on va pas l'utiliser, c'est ce que je voulais utiliser à la base, mais finalement, j'ai pas dû l'utiliser. On va utiliser request s qui va nous permettre de faire une requête. Une requête, c'est un petit code qu'on envoie sur un site web pour dire fais quelque chose, je suis qui je suis. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin du mot de passe et de l'utilisateur. Il faut savoir que quand vous utilisez un mot de passe et un utilisateur dans une requête, c'est pas très sécurisé parce que quelqu'un peut sniffer votre Wi-Fi, vous voler vos données. Ici c'est juste pour mettre à jour un DNS, ça va, mais si c'est important pour vous, je suis pas sûr que ce soit nécessairement la bonne idée. Pour le moment, pour cet exercice-ci, moi ça me suffit, et pour certains de mes serveurs, ça me suffit. Ici, donc on va devoir faire ceci. Donc on va prendre ceci, copier, Windows R, CMD, comme ceci, et on va faire pi install request. Alors normalement, cette partie-là, c'est parce que je suis sur Debian avec mon Raspberry Pi. Sur Windows, j'en ai pas besoin. Alors, pour que cela fonctionne, il faut évidemment que vous ayez Python. Je vous laisse aller regarder des vidéos sur comment installer Python et comment apprendre le Python. Mais basiquement, vous devez faire ceci et vous devez pouvoir voir Python qui apparaît. D'accord? Donc si vous avez installé Python, on va pouvoir faire pi install requête et il va aller vérifier que c'est installé ou le mettre à jour sur mon PC. Voilà, ok, c'est bon, on est à jour. C'est bon. Maintenant qu'on est à jour, ça veut dire que je vais pouvoir utiliser ce bout de code. Donc on va hop, dire qu'on veut le row. On va prendre ce code-là. On va aller ici. Voilà. Comme ceci. Oups. Non. Qu'est-ce que je... Comment ça se fait que... En fait, je suis toujours connecté à mon Raspberry Pi, c'est pour ça que j'ai un petit peu peur, mais a priori, ça ne fera pas de problème. Yop, yop, yop. Donc voilà, ici j'ai copié le code. Vous voyez que j'ai prévu une petite case ici, update password DNS. En fait, ce qui se passe, c'est que ces cases-là, c'est celles qu'on va utiliser. Vous vous souvenez de nos fameux mots de passe ici au-dessus. Donc on va aller, hop, prendre ça. On va aller ici. Hop. Donc toi, tu vas dans le user. Toi, tu vas dans le mot de passe. Et toi, tu vas dans le DNS. Ce qui se passe, c'est que sur Raspberry Pi, je ne vais pas commencer à mettre des mots de passe dans mon Git et donc donner mon mot de passe sur Internet. Donc ici, vu que j'ai fait un copier-coller, c'est pas sur mon Git, donc je me permets de le faire, mais c'est pas une bonne chose. Donc vous pouvez voir ici que ce que je fais, c'est que je lui donne un endroit où je stocke mes mots de passe, donc ici token NoIP, et en fait il va aller lire ce fichier, c'est là que j'ai mes mots de passe, pour éviter de les montrer quand je suis en live ou simplement pour avoir un endroit où je les stocke. C'est toujours pas la bonne idée parce que si quelqu'un vous hack votre Raspberry Pi, il a tout stocké dans le dossier token. Très 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 mauvaise idée. Mais pour l'instant, j'ai pas vraiment d'autres solutions. Il faudrait peut-être que je les encrypte et puis que je fasse un truc pour décrypter. Pour l'instant, je me contente de cette solution. Alors, ici, ce qui se passe, c'est que du coup, on va simplement mettre ceci en commentaire pour dire non, mais c'est bon, tu me réécrases pas tout ça. Parce qu'en gros, ici, ce qu'il fait, c'est qu'il lit le fichier et il va aller lire user. Donc, la première ligne, ça va être l'utilisateur, le retour de ligne. Deuxième ligne, c'est le mot de passe. Troisième ligne, ça va être le DDNS hostname. Donc, en gros, c'est grâce aux lignes qu'on va séparer ces données. Alors, mais on le voit plus tard quand je vais gérer les fichiers. Alors, ce qui se passe ici, c'est que maintenant qu'on a ces fameux fichiers ici, d'ailleurs, je crois que je peux faire ceci pour le moment pour éviter qu'il me crée des fichiers partout sur mon PC. Okay. Maintenant qu'on a fait ça, normalement, quand je vais faire play, il va prendre ces données, me les afficher, puis il va envoyer une requête sur le site web de noip.com de mettre à jour ce nom de domaine, celui qu'on a créé ensemble, et il va utiliser le utilisateur et le mot de passe qu'ils nous ont donné et qu'ils ont généré de leur côté. C'est comme ça qu'on va pouvoir savoir qu'on est nous. Donc ici, on va faire un petit peu de code bizarrounet, si vous ne connaissez pas. Mais basiquement, tout ce qu'on fait, c'est on dit, bah, c'est une page web que je t'envoie. Dans cette page web, dans le header de la page web, il y aura les mots de passe qui se trouvent ici. Les mots de passe qu'on a encodés dans un format base 64, donc c'est un format où il n'y a que des lettres et des chiffres, plus un ou deux caractères. Et cette base 64, elle stocke en binaire, en 1 et en 0, mon nom et mon mot de passe.
Et donc en fait là on prend mon mot de passe, on le stocke dans une page web en format binaire, et ce format binaire on va le donner en tant qu'authentifiant. Il faut savoir que normalement quand tu fais un appel d'une page HTTPS, le message il est encrypté pour HTTP secure. Donc normalement si quelqu'un veut vous choper votre mot de passe, il faut qu'il sniffe le Wi-Fi, puis qu'il arrive à choper les données, puis qu'il arrive à décrypter vos messages, puis il arrive... Donc il y a tout un travail, c'est pas aussi simple que ça. Vous mettez le mot de passe, c'est pas idéal, mais voilà. Ça passe quand même bien largement ici. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire play. Voilà, on fait play. Donc vous voyez qu'il envoie la communication, il attend un retour de réponse. On attend que la réponse revienne. J'aurais peut-être dû mettre un message en mode je suis en train d'envoyer. D'ailleurs, il ne le fait pas réellement parce qu'il aurait dû afficher ce message-là ici. On va l'arrêter. Qu'est-ce qui s'est passé? Sûrement du fait que j'ai mis en commentaire il y a quelque chose qui a dû ne pas fonctionner. Je réfléchis. On va faire ceci. Print hello. Ceci. Voilà. Et ici on va mettre un print push to no IP. On va faire play. Voilà. Donc il a dit bonjour. Il nous a dit bah, pour l'instant tu utilises ces données et je les envoie vers NoIP. Et NoIP, lui, il nous a répondu ce petit message avec notre adresse IP en disant c'est bon, je me suis mis à jour. Ce qui veut dire que maintenant que j'ai fait ça, si je vais sur NoIP et que je mets à jour la page, regardez ici on est à 10h09 et soudainement on est à 10h24. Donc en gros ici il a mis à jour dernièrement l'adresse IP qui correspond à mon ordinateur. C'est juste trop chouette. Donc là, je viens de le faire sur Windows. Donc si votre but c'est de faire des serveurs Windows, là vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire un serveur Windows. Il vous faut juste lancer ce fichier-là au démarrage. Comment on fait pour lancer un fichier au démarrage d'ailleurs? En fait, on va... d'ailleurs, du coup, je vais vous le montrer comme ça c'est fait. Admettons que vous voulez faire un petit serveur Minecraft sur votre PC. NoIP, comme ceci. Voilà. Je dépose le code qu'on a fait ensemble, donc je vais aller le fermer ici. Il est où dans Desktop, dans Desktop Flush? On va pas le sauvegarder là-bas. On va aller le sauvegarder dans Bureau. NoIP, push NoIP, comme ceci. Voilà. On va aussi déposer notre Hello UDP dedans, comme ça on va pouvoir les avoir tous les deux l'un à côté de l'autre. Voilà, donc on a notre push UDP qui permet de pousser des UDP. Donc on va d'ailleurs lancer, comme ça il nous envoie des UDP tout le temps. Voilà. Comment ça? Ah non, merde, je me suis bourré. C'était l'autre. Désolé, je me fatigue. Je fais des bêtises. CTRL D. Il me le ferme pas. Voilà. Ok. Donc on a Hello UDP qui nous permet d'envoyer des petits messages toujours vers l'adresse IP de NoIP. Donc le fameux truc qu'on a fait au tout début de la vidéo. Ça envoie des messages tout le temps pour le moment. Donc vous pouvez voir que je suis censé les recevoir. L'autre ici, admettons qu'on veut qu'au démarrage ça lance ça. En fait, ce qu'on peut faire, c'est faire ceci. Windows R, CMD. Ici, on va... CMD, bon, qu'est-ce que j'ai encore? Windows R, Startup. Ah oui, c'est Shell Startup. Shell Startup. Shell 2.startup. En mettant Shell Startup, ça nous envoie vers ici. Et ici, vous pouvez mettre des liens vers des fichiers batch à exécuter ou des fichiers Python ou d'autres choses. Ça, c'est des alias, donc des raccourcis. Ou vous pouvez simplement déposer un fichier bat, normalement, ça marche aussi. Donc ici, vous venez, vous dites, je veux faire un fichier. Update no IP. Voilà. .bat. Voilà. Mon NoIP ici, mon petit NoIP, je vais aller le stocker genre dans mon Windows C et puis dans Python.
comme ceci. Voilà, juste pour l'exemple. Il veut pas parce qu'il est déjà utilisé. Bon, ben on va... Désolé, je fais des bêtises. C'est pas grave. C'est pas grave, on va simplement l'appeler comme ceci parce que ici c'est pour l'exemple. Donc vous devez prendre votre script et le stocker à un endroit où ça bougera pas dans l'avenir, hein, histoire de pas, dès que vous changez votre fichier, que plus rien ne fonctionne. Non, 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 non. Bon, ben on va aller choper ce. Désolé, je fais des bêtises. On prend ça, on vient ici. Il y a sûrement une meilleure manière de faire, mais voilà. Ça, c'est le chemin complet de où est le script Python. Je vais pouvoir aller dans notre petit dossier startup. Voilà. On va aller sur Update No IP. Et on va aller dire qu'on veut lancer ceci. Donc on va faire Python 3 comme ceci. Donc basiquement, la commande qui est là va s'exécuter au démarrage maintenant. Donc en fait, ici, Startup, c'est juste vous déposer des raccourcis vers des exécutables ou des exécutables assez légers. Et en fait, dès que votre ordinateur démarre, dès que vous avez logué l'utilisateur, pouf, il va lancer ce petit truc-là. Donc en gros, il va faire ceci, Windows R, comme ceci. Il va faire ceci. Sauf que vous voyez qu'il a eu du mal à le faire, parce que je crois que c'est pas Python 3, c'est Python tout court. Voilà. Donc c'est ça qu'il va faire au démarrage de votre ordinateur. Donc là, si votre but c'est de faire que du Windows et pas du Raspberry Pi, on est déjà bon. Vous avez la capacité avec du Python d'installer, d'utiliser NoIP et de mettre à jour votre adresse IP et d'avoir votre petit serveur Minecraft qui se met à jour tout le temps. Je dis Minecraft parce que je sais que la plupart des gens qui font des serveurs, c'est souvent des gens qui veulent faire du Minecraft ou des petits jeux comme de ce type-là. Moi à l'époque, je ne savais pas faire ça, mais j'aurais rêvé de faire ça. C'était pour Warcraft 3. Parce qu'en fait, les serveurs Warcraft 3, on pouvait faire nos propres serveurs, mais il fallait savoir ouvrir un port et savoir rediriger une adresse IP. Donc voilà. S'il y a quelqu'un qui a envie de faire de petits serveurs de jeu, voilà comment on fait. Il y a une étape que je ne vous ai pas montrée, mais du coup, j'hésite à vous la montrer, mais je vous dis juste ça. Il faut que vous fassiez ceci. Python. Voilà. C'est parce que dans toutes les vidéos, j'utilise du Python, donc je ne vais pas remontrer, mais on va sur le site web de Python. On fait ici télécharger du Python. On a notre petit truc qui se met ici. Et une fois que c'est fait, on clique sur suivant, suivant, suivant. Et on a le langage Python installé sur la machine. Et si vous avez mis, je vais le mettre parce que téléchargement, je vais vous montrer parce que c'est un truc important si vous regardez la vidéo et que vous voulez faire votre petit serveur et que vous ne connaissez pas du tout Python. Voilà, on lance, voilà, ici, il vous demande est-ce qu'on veut mettre à jour, et ici il faut bien, attention, mettre, évidemment il faut que je le désinstalle pour vous montrer, donc je ne vais pas vous montrer, mais il faut bien mettre l'accès aux privilèges et l'ajout au pass pour qu'il puisse vraiment, que vous puissiez profiter du fait qu'il se soit auto-installé, quoi. Donc dites oui, oui, oui et cochez les cases, quoi. C'est ça que je veux dire. Ok. Tout ça pour dire, on va pas trop essayer de se perdre. Là, pour l'instant, on a réussi à faire un petit script Python sur Windows qui nous permet de mettre à jour notre adresse IP. Le truc, c'est que nous, on n'est pas sur Windows, on est sur Raspberry Pi. Donc, comment est-ce qu'on va faire? On va aller sur VS Code. Donc Visual Studio Code, c'est ceci. Visual Studio Code, comme ceci. Sur Visual Studio Code, on va aller télécharger l'éditeur de code. Donc ici, Windows, boum, je vais pouvoir le télécharger. Moi, je suis sur Windows, donc je le fais depuis Windows. Boum, boum. Vous cliquez sur télécharger, il va vous télécharger VS Code. Et là, vous allez pouvoir l'installer et l'utiliser. Une fois que vous l'avez installé, vous aurez une sorte de petite fenêtre comme ça. Ce que vous allez devoir faire, c'est chercher après un petit bloc qui ressemble à ça. Et sur ce petit bloc qui ressemble à ça, il vous faut chercher quelque chose qui s'appelle Remote SSH. Remote SSH, voilà, ça ressemble à ceci. Vous allez cliquer sur Remote SSH et vous allez le désactiver. Vous allez le désinstaller puis l'installer, pardon, je veux dire.
qu'est-ce que je raconte? Vous allez l'installer simplement et ça vous permet d'accéder à des petits Raspberry Pi distants. C'est parfait, c'est trop cool. Le truc, c'est que pour avoir un Raspberry Pi distant, il faut l'avoir configuré. Donc en gros, comment est-ce qu'on fait pour configurer un Raspberry Pi? Il vous faut installer un truc qui s'appelle Raspberry Pi Imager. Raspberry Pi Imager. Voilà. Hop, hop, hop. Ici, télécharger Windows. On va voir cette petite application ici. On va dire qu'on veut installer ici l'OS qu'on désire. Alors, l'idée, c'est si vous voulez, si jamais vous voulez une interface graphique visuelle où vous pouvez voir des fenêtres, il vous faudrait installer Raspberry Pi OS 64 ou Ubuntu, ici. Voilà, Ubuntu Desktop. Et alors, si jamais votre but, c'est pas d'avoir une fenêtre, un moniteur, des écrans, des trucs comme ça, mais que votre but, c'est juste d'avoir un petit serveur chez vous qui tourne en permanence, à ce moment-là, autant directement utiliser Ubuntu Server 4.1. Le truc, c'est que moi, j'ai fait la bêtise d'installer, enfin la bêtise, c'est pas une bêtise, mais j'ai fait la petite erreur d'installer Raspbian, qui est en fait, je pense... Où est-ce qu'il est Raspbian, lui? Alpha Linux. Tiens, il y est pas? Ou c'est celui de Raspberry Pi de base? Je me souviens plus de lequel j'ai installé sur les serveurs en ligne, mais c'est Debian. J'ai installé Debian en ligne sans le vouloir. Du coup, pour l'instant, mon serveur à moi, il est hors Debian. Mais le Raspberry Pi qui est à ma maison, vu que je compte peut-être utiliser le moniteur, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé du coup Raspberry Pi 5 avec ici 65 bits. Vous choisissez sur quoi vous voulez le stocker. Ici, il ne va pas vouloir normalement parce qu'il est trop petit. Mais je vais quand même le faire juste pour vous montrer la suite, mais je ne vais pas valider. Ici, would you like apply OS custom setting? Oui. Et en fait, ici, c'est très important. Vous avez set hostname. Ça va vous permettre d'avoir une sorte de petit serveur web local sur lequel vous pouvez communiquer. Si vous ne faites pas ça, vous allez devoir à chaque fois devoir entrer l'adresse IP de votre appareil. Alors, moi, ce qui se passe, c'est que chez moi, j'ai tous les Raspberry Pi jusqu'au 5 que j'ai acheté au fur et à mesure du temps. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais juste tous les appeler par Raspberry Pi, puis je mets le numéro de l'édition du Raspberry Pi. Je ne compte pas avoir beaucoup de Raspberry Pi 5 chez moi, donc ça me permet d'avoir juste comme ça de savoir à qui je contacte. Donc là, j'ai mis Raspberry Pi 5 point local. Le mot de passe, bah, j'ai mis mon nom et mon mot de passe de l'ordinateur. Puis ici, vous allez rentrer l'adresse de votre Wi-Fi. Donc ici, hop, vous savez, vous avez une adresse Wi-Fi ici. Il va falloir que vous mettiez votre adresse Wi-Fi. Moi ici, c'est Eloistré Wi-Fi 2G. Vous allez rentrer le mot de passe, comme ceci. Voilà. Vous pouvez le voir pour vérifier que vous avez bien écrit la chose. Vous dites dans quel pays vous êtes et vous pouvez sauvegarder. Maintenant, quand vous allez pousser sur oui, ça va installer tous ces paramètres. Ce qui veut dire que sans rien avoir à faire, vous avez votre petite carte SD sur laquelle vous aurez enregistré. Il faut une petite carte SD que vous enfoncez dans votre Raspberry Pi évidemment. Vous allez pouvoir installer sur votre petite carte SD de 8 ou de 32 Go toutes ces informations-là. Quand vous allez mettre dans le Raspberry Pi, il va démarrer tout seul et il sera directement disponible. Alors, il y a un paramètre que j'utilise très peu qui s'appelle Enable SSH. Enfin, si, je l'utilise, mais bah, je suppose que c'est ça que j'utilise en fait de base. Il y a cette option aussi ici. Si vous voulez un truc pas trop sécurisé, vous pouvez utiliser un mot de passe. Si vous voulez quelque chose de sécurisé, mais il faut à ce moment-là apprendre à utiliser SSH avec des clés privées et des trucs comme ça, vous pouvez utiliser Hello Public Authentication qui va en fait vous permettre d'avoir une sorte de fichier avec un mot de passe très compliqué et donc du coup à hacker c'est chaud. Donc si vous sentez que vous allez vous faire hacker par quelqu'un, c'est vrai que ça vaut peut-être la peine. Maintenant si vous sentez que ça ira, un mot de passe ça suffit. Et donc voilà. Vous faites oui, ça s'installe, poum poum poum. Je le fais pas ici parce que je vais pas installer sur ma petite clé qui a même pas quelques mégaoctets.
Et donc voilà, là normalement, si vous suivez ça et que vous suivez un tuto ou deux en plus de la mienne, en plus du mien, vous devriez normalement avoir maintenant un Raspberry Pi installé et Visual Studio de près ici. Comment on fait pour accéder à notre Raspberry Pi depuis Visual Studio? Hop, hop, hop. On va aller ici. Et alors normalement, en ayant installé Remote SSH, vous devriez avoir une sorte de petit logo ici, Remote Explorer, et vous avez tous vos petits PC. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez ici mettre petite flèche comme ceci, puis mettre SSH. Et en fait, ici, il y a des options qui sont en plus maintenant. Et dans Remote SSH, il y a connecter à un autre distant, ici. Donc, on va faire connecter à un autre distant. S'il n'est pas dans la liste, il faut que vous ajoutiez un nouvel hôte. Il va dire, ok, bah, il est où? Et là, du coup, vous allez pouvoir mettre SSH ici, puis mettre le nom de votre appareil et puis le nom du réseau. Donc en gros, ça va ressembler à ceci. Je vais vous montrer. Hop, hop, hop. Voilà, ça ressemblera à quelque chose comme ceci. Donc user Raspberry Pi 4.local. Vous voyez que ici j'ai mes Raspberry Pi chez moi, le Z, le 4, le 3 et le 5. Celui-là, c'est celui du serveur en ligne. Donc ici, vous voyez que j'héberge un serveur en ligne qui est publiquement accessible. C'est cette adresse publique-là qu'il faut atteindre pour pouvoir envoyer des messages sur ce serveur-là. Et ça, c'est le nom d'utilisateur qui sera utilisé, qui est utilisé sur la machine. Donc voilà. Donc ça, c'est comme ça que je vais me connecter. Donc basiquement, si vous possédiez mon mot de passe, vous pourriez rentrer ceci et puis utiliser le mot de passe et vous pourriez vous connecter à distance sur mon serveur. Ce qui me fait extrêmement peur et je crois que je vais apprendre à utiliser des clés SSH parce que c'est pas idéal. Tout ça pour dire. Ici, moi, ce que je veux faire, c'est me connecter à mon Raspberry Pi 5 qu'on a configuré ensemble juste précédemment. Donc je vais ici. Je vais vous montrer par là, juste pour être sûr que si vous le fassiez par là, vous sachiez le faire. SSH Eloi arrobas l'adresse IP ou le nom de domaine qui est créé localement. Voilà. Il va me dire ok, ben, c'est pas celui-là que tu veux. Enfin, il a ajouté, donc normalement, je vais dire c'est celui-là. Voilà. Alors, le problème, c'est que je suis déjà connecté dessus, je crois. C'est pour ça qu'il va pas m'en connect to a host. Le 5, voilà. Donc, il va me dire, ok, bah, c'est quoi la machine qui refasse? Parce que lui, il peut pas savoir qu'est-ce qu'il y a comme machine. C'est un Mac, c'est un Windows, c'est un Linux. Il y a plein de machines qui sont possibles. Nous, on dit, c'est un Linux. Ici, il me dit, ok, bah, c'est bien beau. Tu peux rentrer le mot de passe de cet ordinateur. Donc, je vais rentrer mon mot de passe. Voilà. Magnifique. Et là, basiquement, ce qui se passe, c'est que je suis connecté à mon petit ordinateur. Donc là, je suis connecté au Raspberry Pi 5 qui se trouve là-bas. Donc, maintenant, je peux faire ce que je veux sur ce PC. Attention que sur le PC du serveur, j'ai des droits. Mais sur celui-ci, qui est un ordinateur que j'ai installé en version desktop et pas en version serveur, il y a des choses que je ne peux pas faire sans mettre sudo devant qui dit je suis un administrateur, je fais ce que je veux. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire tout ça? Yep, ici, je vais l'agrandir. Voilà, on va faire terminal, nouveau terminal. Et un terminal, c'est comme pour quand vous faites Windows R sur ici, vous mettez CMD. Vous avez une sorte de petite fenêtre qui s'ouvre. Vous pouvez mettre des lignes de commande et ça va faire des actions sur votre PC. C'est la même chose pour Linux. Si vous ne connaissez pas Linux, moi je le connais très peu, mais vu que j'utilise des Raspberry Pi, j'essaie de temps à apprendre juste pour utiliser mes Raspberry Pi. Ici sur Windows, ça s'appelle ceci command line, command prompt ou ligne de commande. Donc voilà, c'est ce truc là sur Windows. Ça nous permet d'écrire des lignes de commande. Donc, ce qu'on veut faire, c'est d'avoir notre code, nos ID sur ce PC. Le truc, c'est que là, si je tape ls pour dire montre-moi les fichiers et les dossiers, on peut voir que il y a plein de trucs dans tous les sens. Vous voyez que je suis sur un utilisateur. Le truc, c'est que moi, j'aimerais bien que mon code soit stocké à la racine. Encore une fois, je ne suis pas développeur Linux ni Raspberry Pi Python, Raspberry Pi tout court. Donc, c'est possible que ce ne soit pas une bonne idée, ce que je vous montre. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire CD2 pour revenir à la racine. J'aurais pu faire CD comme ceci, ça aurait été plus rapide. Pour dire, je suis à la racine de mon ordinateur. En fait, l'équivalent, c'est de se mettre
ici sur PC. D'accord? Donc, ici à la racine, je vais faire mk comme ceci, mkdir pour dire je veux créer un petit folder. Et ce folder, c'est ceci, slash git slash noip comme ceci. Alors, créer file don't exist. Bah oui, je sais qu'il n'existe pas, je veux le créer. Ah non, file existe, il existe déjà sur la machine. Donc en gros ici, ça aurait dû créer un dossier, sauf qu'il existe déjà sur mon ordinateur, donc du coup il ne me laisse pas faire. Mais basiquement, c'est ça que vous devez écrire. Donc, maintenant que j'ai fait make dir git noip, j'aurais pu d'ailleurs peut-être pu directement faire nano, maintenant que j'y pense, mais on va voir. On va pouvoir faire ceci, nano. Alors, il va pas me laisser faire parce que vu qu'on est... Bah, d'ailleurs, je vais vous montrer. Nano, normalement, il va me bloquer. No IP slash... Ah oui, non, parce que là, pour l'instant, il n'y a pas le fichier, donc ça sert à rien de faire ça. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est d'aller copier le dossier Git que je vous ai passé à cet endroit-là. Donc, on va faire cd slash git slash no IP slash comme ceci. Donc là, on se retrouve dans le dossier qu'on a créé. Dans ce fameux dossier, on va essayer de copier le projet que je vous offre, qui est sur GitHub. Je dis que je vous offre, hein, mais il n'y a rien que je vends réellement, donc... Enfin, je vendrai dans l'avenir, mais je veux dire, c'est pas que je vous offre, c'est juste il est là, quoi. C'est pas vraiment le bon mot de dire je vous offre. Donc il y a no IP update from Python ici. Et le code qu'on veut, c'est ce code-là. Donc on va prendre le petit lien ici, HTTPS, on va prendre ce lien-là, et on va le cloner sur la machine. Git clone, comme ceci. Par contre, j'ai fait une bêtise. C'est que premièrement, j'ai pas l'autorisation de faire ça. Deuxièmement, ce qui se passe, c'est que je veux pas le cloner avec ce nom-là. Je veux le cloner dans le dossier là-bas. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais remove-r. Il faut sur remove. Je fais vite une petite manipulation parce que pour vous montrer comment ça marche, il faut que je supprime les fichiers dedans, sinon ça ne marchera pas. Remove R, ça veut dire remove récursivement. No IP. Voilà, no such file directory, ls. Pourquoi il me laisse pas faire? Yes. 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 Pourquoi il m'a... Permission denied. Ok. Ah oui. Alors ça, c'est un truc que vous allez rencontrer régulièrement si vous avez fait Raspberry Pi non serveur, c'est que vous n'avez pas tous les droits. Et là, il me refuse des droits. Et sur Linux, pour dire que vous avez le droit d'administrateur, vous pouvez écrire sudo pour dire je suis un dieu, je fais ce que je veux. Et donc ici, je vais pouvoir faire ceci, sudo comme ceci, rm machin, pour dire je veux supprimer ce dossier-là. Voilà. Donc là, en fait, avec les droits administrateurs, j'ai supprimé le fichier. Du coup, il m'a plus ennuyé parce que vu que j'avais les droits, il m'a laissé faire. Donc ici, il n'y a plus de fichier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ceci. Git clone. On va mettre le fameux lien dont on a parlé. Attention que ça doit bien se terminer par .git, ici. Et on va terminer par no IP pour dire stocke-le dans ce dossier qu'on va créer à l'occasion. Il me dit que j'ai pas les droits, donc on va faire un sudo devant. Alors, comment ça se fait que je peux faire du Git alors que j'ai pas installé Git sur la machine? En fait, il faut savoir que Git a été inventé par Linus, le gars qui a créé Linux, et du coup, évidemment que Git est installé sur Linux. Et vu qu'on est sur une version de Linux, on a Git dessus. Sinon, on aurait dû l'installer, mais c'est pas non plus super dur à installer, quoi. Donc là, on a Git d'office sur l'ordinateur. Alors, maintenant qu'on a fait ça,
Si je fais ls, on peut voir qu'on a NoIP, ls, et maintenant on peut voir qu'il a installé toute une série de choses dedans. Merde. C'était pas ça que je devais faire. Slash git slash NoIP slash comme ceci ls. Voilà. On peut voir que maintenant j'ai readme et update. Update, c'est le fameux script qu'on va utiliser. Donc maintenant, si j'écris ceci, ça devrait pas marcher, mais on va essayer quand même. PI. Voilà, vous voyez que ici, ce qu'il fait, c'est qu'il m'exécute le petit script Python que je vous ai prévu. Et en fait, ce petit script Python, ce qu'il fait, c'est qu'il va voir après un fichier sur votre ordinateur qui doit se trouver un emplacement que j'ai mis dans le script. Et il va aller voir s'il y a un fichier. S'il y a un fichier, il va lire le mot de passe et le nom. Et il va aller mettre à jour l'adresse IP sur le serveur en ligne. Ce fameux code, c'est le fameux code qui est ici sur le site GitHub, qu'on a remodifié ensemble, mais c'est le même. Donc ici, on ne va pas le modifier. Hein. On va juste aller regarder à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, vous voyez que, basiquement, ce qui se passe ici, on aurait pu utiliser la librairie NoIP, mais qu'on n'a pas utilisé. Mais par contre, on a dû faire ceci. Ah, d'ailleurs, vous ne l'avez pas fait, donc il faut qu'on le fasse ensemble. Normalement, ça ne va pas marcher. Il va vous dire, oui, mais il me manque le module request. Donc, il va falloir que vous alliez ici, que vous tapiez sudo pi install request avec un S. Et alors, étant donné que sur mon serveur, moi, je suis sur Debian, j'ai un problème où il ne veut pas me laisser installer avec pi facilement des modules. Donc, je suis obligé de lui dire, écoute, enlève les warnings, laisse-moi faire, je sais ce que je fais. Je sais pas ce que je fais et je fais peut-être des erreurs, mais c'est comme ça que je suis obligé de faire. Je fais Enter. Voilà, sudo pi install request à ça. Et en fait, il va me l'installer ou me le mettre à jour. Donc ici, vous voyez qu'il me dit requirement already satisfied. Donc j'ai déjà le package sur mon ordinateur, c'est bien parfait, c'est cool. Donc voilà, maintenant on sait faire des requêtes web, donc envoyer des messages à un site web ou télécharger des pages web sur mon petit Raspberry Pi. Donc ici, c'est ça qu'on va faire en fait. On va dire, là-bas, j'ai stocké mon mot de passe. Magnifique. Et donc, sur cet endroit où j'ai stocké mon mot de passe, c'est quoi ça? Ah oui, ça c'est sur un Raspberry Pi classique, mais où on veut pas avoir les droits, c'est ici. Donc, basiquement, je dis à cet endroit-là, dans le dossier token, dans le fichier noip.txt, j'ai stocké le mot de passe, l'ID et le site web. Donc si quelqu'un me hack, c'est là qu'il y a tous les mots de passe de mes trucs. Ici, on dit simplement, si il n'y a pas le fichier, je vais le créer et donner un exemple à l'utilisateur. Donc vous auriez, vous, avoir sur votre PC un truc qui s'appelle, maintenant que vous avez exécuté une fois le script, vous devriez avoir un fichier token, un dossier token dans lequel il est mis noip.txt. Si c'est pas le cas, il faut le créer vous-même parce que c'est peut-être que j'ai pas les droits et que donc du coup il faut le créer soi-même. Donc du coup vous faites make dir ou nano sudo nano et puis vous écrivez ce truc là. D'ailleurs je vais le faire. Allez hop là. Vous faites sudo. Par contre du coup ça veut dire que je vais devoir changer mon mot de passe. C'est pas grave. Sudo token noip comme ceci. Nano. Nano, c'est un éditeur de texte. Voilà. Et vous pouvez voir que pour le moment, sur cet ordinateur-ci, ça c'est l'adresse de mon NoIP. Et ça c'est le mot de passe de cette adresse NoIP. Et ça c'est le serveur de NoIP sur lequel on va envoyer le message. Vous voyez un peu l'idée? Donc là, basiquement, je vais faire CTRL-O pour dire je sauvegarde. Enter. Et puis CTRL-X pour dire je me barre. Donc là, vous voyez que je viens en fait de dire à mon ordinateur, je crée un petit fichier qui s'appelle NoIP dans le dossier token. Et c'est ça qu'on vient de faire à l'instant. Magnifique. J'ai un endroit où j'ai stocké mes mots de passe. Maintenant que j'ai stocké ces mots de passe là, il va falloir que j'envoie un message sur Internet. Donc du coup, je vais dire, on va vérifier qu'on a bien les trois paramètres, ici.
Puis on va faire un petit print pour montrer que c'est bien ces paramètres qu'on a chargés, ce qui me permet moi en tant que développeur de savoir qu'il a bien fait ce qu'il fallait, que le fichier existe, que j'ai bien chargé les données. Et maintenant on va devoir contacter le serveur. Donc contacter le serveur, on le fait comme ceci. On dit voilà un URL sur le serveur du gars que j'aimerais bien contacter. Sur le site web du gars, il y a un update qui permet de mettre à jour des informations. Et en fait, si on lui donne le hostname, c'est-à-dire le fameux all machin tatata, on va pouvoir mettre à jour, comme on a pu voir sur Windows, l'adresse IP. Voici le nom et le mot de passe, on l'encode en base 64, tatata, ça vous connaissez, on le met et on lui envoie un petit message. Donc basiquement, ici on fait une requête et on dit bah vas-y, envoie-moi à cette URL ce header. En fait, on charge une page web en lui donnant des données. Et la réponse, tu me l'affiches ici pour voir si on a réussi à communiquer avec le serveur. Basiquement, c'est ça qu'on est en train de faire ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une méthode, c'est un truc qu'on va pouvoir appeler. Donc ici, dans le if, enfin dans la suite, on va juste dire bah, on va exécuter cette méthode et afficher le retour, et puis on va quitter l'application. Donc basiquement, c'est ça qu'on est en train de faire ici. Ceci, c'est pour la suite des opérations. Non, c'est pas pour la suite des opérations, mais c'est juste pour rappeler de bien faire le dossier token avec nos IP. Le reboot sudo, ça c'est ce que vous auriez pu écrire mais qui marche jamais chez moi. C'est ce qui va permettre de lancer le script, mais c'est la suite de l'exercice. Donc, basiquement, on a un token avec des mots de passe. On a un endroit où on a fait un petit git clone du code que je viens de vous montrer. Et donc du coup ici, vu qu'on a mis notre mot de passe dans nos IP et qu'on a le code qui est disponible, il n'y a plus qu'à le lancer. Et ça c'est la partie la plus galère que j'ai trouvée. Dans la théorie, mais si vous écrivez dans les commentaires si vous savez ce que je dois faire, mais dans la théorie, je suis censé écrire ceci. Cron tab-e, donc ici, sudo cron tab-e. Est-ce qu'il y a moyen de zoomer ou pas? Voilà. Cron tab-e et faire enter. Ça va me dire tu veux l'éditer avec quoi? Moi je dis nano. Et là vous avez un fichier comme ceci. Dans ce fichier là, dans la théorie, je suis censé pouvoir écrire cette ligne de commande-ci, comme ceci. Voilà. Et en fait, ce que ça veut dire, dans la théorie, c'est quand tu redémarres l'appareil, tu fais un sudo pour dire que tu as les droits, et tu fais un petit Python pour dire que tu veux exécuter cette ligne de commande-là. Donc en gros, on va dans le Git, dans le dossier noupdate, on cherche le fichier qui s'appelle update.python, le fameux script que je viens de vous montrer à l'instant, et on va l'exécuter en tant que Python. Ensuite, toutes les heures, ça c'est un truc qui permet de dire tous les jours, toutes les minutes, tous les mois, toutes les semaines, etc. Ici, je dis toutes les heures, tu réactualises l'adresse IP de l'utilisateur. Ce qui veut dire que si ça se déconnecte et que ça change d'adresse IP à 2h du matin, à 2h30 du matin, pendant une demi-heure, le serveur il est down, mais à 3h, il sera de retour. Donc dans la théorie, c'est ça qu'on doit écrire. Puis on fait CTRL X pour dire je sauvegarde, Yes pour dire que je sauvegarde. Voilà, on contrôle. Ah, yop yop yop. Je crois qu'il a eu un bug. CTRL O, CTRL. Voilà. Donc CTRL X pour se quitter et mettez bien oui pour sauvegarder. Donc là, normalement, c'est bon. Juste pour vérifier. Hop hop hop. Je vais réécrire la commande pour voir s'il a sauvegardé. Voilà, il a sauvegardé. Donc dans la théorie, maintenant, mon Pi va redémarrer, va lancer le script à chaque redémarrage et toutes les heures. Dans la pratique, je ne sais pas pourquoi, mais ça marche jamais. Du coup, j'ai pris l'habitude, dernièrement, depuis que j'apprends à utiliser Raspberry Pi, c'est-à-dire 3 jours, j'ai appris que vu que celui-là ne marchait pas, que l'autre marchait mieux. Mais l'autre, il est un peu plus chiant et galère à faire, et d'où le fait que je fais cette vidéo-là pour m'en souvenir, basiquement. Bien que je fais cette vidéo-là parce que voilà, ça permet de faire des vidéos sympas où les gens apprennent des choses, donc vous... Il y a aussi le fait que moi, j'ai besoin de me souvenir des choses, et c'est pour ça que je fais cette chaîne-là, pour me dire, ok, comment j'ai fait la fois passée encore? Et donc du coup, comment est-ce que j'ai fait la fois passée?
Où est-ce que j'ai mis ça? Je sais que je l'ai mis, je crois que c'est sur le site web que j'ai mis ça. Voilà, c'est ça qu'on va devoir utiliser. Alors, l'idée c'est que sur Raspberry Pi, il y a une manière de faire propre, entre guillemets plus propre que les autres, qui permet d'avoir un service qui tourne derrière votre ordinateur et qui est exécuté en arrière-tâche de votre ordinateur. D'accord? Ce qu'on appelle des background services. Ce petit code qui va tourner en arrière, on peut décider de le lancer au début de l'ordinateur, quand il y a un problème, quand on le demande, il y a plein de trucs. Basiquement, si vous demandez à ChatGPT de vous aider, il peut vous sortir quelque chose qui ressemble à ceci. Donc en fait, l'idée ici, c'est qu'on va dire, il va nous faire un petit fichier, ici que j'ai appelé NoIPUpdate, dans etc system des systèmes, et ce petit fichier, ce petit service, on va pouvoir le déclencher. On met une petite description pour dire voilà ce qu'il fait. Et on lui dit ici after égale network target. Je crois que c'est pour pouvoir dire qu'on peut l'appeler de l'extérieur. J'ai aucune idée de ce que ça fait. Je suis désolé. Pour le moment, je l'ai utilisé. J'ai réussi à voir que ça marchait. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo de souvenir. Mais pour le moment, en tant qu'individu, je ne sais toujours pas ce que fout ce truc. Je vois un peu l'idée, mais basiquement, on a une petite description, on a un déclencheur, on a un service, on dit qu'il va s'exécuter qu'une seule fois en one shot, donc il va s'exécuter, qu'il va se terminer. Je suppose, il faudrait que j'aille voir la doc pour savoir si c'est ça. Execute start, c'est juste le truc qui dit bah voilà ce que tu vas devoir faire. Alors ici, vu que execute start, on veut être sûr qu'il exécute la bonne chose. Ici, on fait user.bin pour dire l'utilisateur, les codes qui sont sur le Raspberry Pi. Sudo pour dire que c'est avec les droits de l'administrateur. Appelle Python 3, qui est le Python, et dis-lui d'exécuter ce fameux fichier Python qui se trouve là-bas. Install, ici c'est pour dire on a quel type de droit d'utilisateur. Donc est-ce qu'on est, l'utilisateur lambda ou est-ce qu'on est l'admin ou des trucs comme ça. Et ici multi-user target, ça permet de dire l'utilisateur principal. Donc ça c'est en gros ce qui va nous permettre de dire j'ai un petit code que je peux exécuter. Mais le problème c'est que maintenant on a besoin de lui dire exécute-toi une fois toutes les heures. Donc en gros, c'est ça qu'on va écrire par la suite. On va créer un deuxième fichier avec sudo nano qui va nous dire no IP update timer.timer et le timer va nous permettre de appeler un service à certains moments. Et donc ici, on va lui dire ici, on va appeler le service toutes les heures. Donc quand l'appareil démarre, la toute première fois, il va faire 0 minutes, il va lancer le script. Donc normalement, quand vous allez démarrer votre appareil, le script va s'exécuter. Et on unit active seconde, il va dire en fait toutes les n secondes je vais appeler le script. Ici vous pouvez mettre une heure, vous pouvez mettre une journée, vous pouvez mettre 3 jours. Basiquement c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre dedans. Vérifiez quand même la doc avant d'écrire ici le h. Ici min c'est pour minute et h c'est pour heure. Hours. Donc voilà, ça c'est le timer. L'installeur, voilà les droits d'utilisateur qu'on a. Et ça, c'est le petit fichier qu'on va créer ensemble. Je vous montre et puis je vais faire les étapes. Donc ça, on aura deux fichiers. Un qui exécute et un qui dit exécute-toi tous les X temps. Et pour pouvoir vérifier que tout a bien fonctionné, on va utiliser ces commandes-là. Si j'ai bien compris, ça permet de dire à Linux, il y a des fichiers nouveaux, veux-tu bien essayer de trouver lesquels et recharge-les. Donc en fait, on lui dit qu'on a créé deux fichiers. Celui-là, ça va nous permettre de dire enable, ça va nous dire on a créé un service là-bas sur ton appareil et on aimerait bien le rendre actif sur l'appareil. On va lui dire c'est ça son nom de fichier qu'on veut utiliser. Start, ça permet de le déclencher pour le faire fonctionner une fois. Enable, pareil, mais pour le timer, on va dire là tu as un service qui tourne mais tu as aussi un timer qu'on veut rendre disponible. Et tu peux le démarrer si tu veux pour faire un test. Ce qui se passe, c'est que vous allez bien vérifier que le timer fonctionne. Et cette commande-là va vous permettre de vérifier que le timer fonctionne. Il va permettre de voir depuis combien de temps il a exécuté le script. Et donc voilà. C'est parti, on fait ça. Donc je vais mettre ça sur le côté, comme ceci. Voilà, magnifique. Ok. Donc, on va commencer par la première ligne. Ici, sudo nano,
etc système tatatata. Donc vous voyez que ici, si je fais par exemple, je vais vous montrer cd comme ceci, je retire cette partie-là, je retire le nano, juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Voilà, ls. Voilà, donc dans EC système, dans ce truc-là, vous pouvez voir qu'on a plein de petits trucs qui se terminent par point service. Et les points service, c'est des trucs qui s'exécutent automatiquement quand vous démarrez. Enfin, c'est des trucs qui sont appelables et qui peuvent faire des actions sur votre PC, qui vont tourner en arrière-fond de votre PC. Par exemple, le Bluetooth. Par exemple, le Serial. Par exemple, TTIL, qui, je crois, ça c'est PuTTY, qui permet de faire du SSH, donc communiquer entre moi et entre maintenant et l'appareil qui est dans ma pièce. Plein de petits trucs qui tournent en fond de votre ordinateur. Bon, là, en l'occurrence, nous, on veut mettre le nôtre, qui est déjà là vu que j'ai déjà fait l'exercice, mais pour mettre le nôtre, on va faire sudo nano, etc machin, donc on va prendre cette ligne-là, on va faire enter. Donc là, il va nous dire bah, qu'est-ce que vous voulez mettre ici. Donc on va aller prendre cette partie-là. Attends, ici c'est dans timer que je suis. Ouais, j'ai pris timer, donc on va prendre cette partie-là, comme ceci, et on va aller la copier ici. Hop là. Alors vu que c'est nano, est-ce qu'il y a un truc pour dire supprime-moi tout? Wipeout, CTRL O. Non, CTRL O c'est write out. Replace. CTRL A peut-être, non. Il y a peut-être une touche pour tout supprimer, mais je ne suis pas assez à l'aise avec Linux pour savoir. Ok, donc ici je fais copier-coller. Ça devrait ressembler à ceci. Comme je disais, description, quand on l'exécute, le nombre de périodicité pour le réappeler, et on est bon. On fait CTRL O pour dire qu'on veut sauvegarder. Enter, et puis CTRL X pour dire qu'on quitte. Et là, on vient de créer noipupdate.timer. Il faut qu'on crée le deuxième. Donc celui-ci, sudo nano service ici. Où est-ce que t'es? Ah, c'est parce que vu que la fenêtre est trop petite, il bouge. Voilà. Donc on va aller chercher notre sudo nano pour créer le service, comme ceci. Ici, on va prendre le code qui se trouve là-bas. Voilà. On va supprimer tout ça. Et on va faire copier-coller. Je le fais juste parce que comme ça, c'est fait. Vous voyez un peu la manœuvre. Hein, mais voilà. Donc on a la petite description. Le moment où ça doit s'exécuter, qui va être appelé par l'extérieur. Le type d'exécution. Le truc à exécuter, qui est notre fameux script Python. Si vous avez d'autres scripts Python, ici, vous faites taper la même chose, mais vous changez ici le chemin d'accès au script Python, ce truc-là. Vous vous dites, c'est là qui se trouve mon script Python. Et du coup, vous avez un script Python qui exécutera toutes les heures. Par exemple, si vous voulez avoir un bot Discord et que vous voulez être sûr que le bot Discord démarre tous les jours, redémarre toutes les heures, parce que vous n'êtes pas confiant dans votre code, vous pourriez faire un truc qui tue le bot Discord et puis qui relance le bot Discord toutes les heures, par exemple. Genre à 59, il tue 59.40, il tue le bot, puis il le relance. Pas une bonne idée, mais voilà, vous pourriez faire ça. Donc voilà, on sauvegarde, CTRL O, Enter, CTRL X, comme ceci. Voilà, donc là on a créé les deux fameux fichiers. Il va nous falloir du coup réactualiser les fichiers, donc on va dire ceci. Donc système cls daemon reload, Enter. Donc là il va réactualiser les fichiers qui lui sont disponibles. Maintenant on va dire qu'on veut activer notre service pour qu'il soit utilisable. On veut activer notre timer pour qu'il soit utilisable, comme ceci. Et on veut démarrer le timer pour ne pas devoir redémarrer l'appareil pour vérifier que ça marche. Ici, je vais faire ceci. Magnifique. Maintenant qu'on a lancé le timer, je vais aller vérifier qu'il s'est bien exécuté. Donc je vais prendre ce truc ceci et je vais le copier. Et vous pouvez voir que ici, ce qu'il va me dire, c'est... Ici, il me dit... pour le moment, la dernière fois que je l'ai exécuté, c'est il y a 45 secondes d'ici. Et la prochaine fois que je vais l'exécuter, c'est dans 59 minutes d'ici. Donc vous allez voir que si je retape ceci, maintenant, soudainement, c'est 1 minute 8. Donc vous pouvez voir, c'est ça que j'aime bien dans cet outil-là. C'est que ça permet de voir le temps qui reste avant la prochaine exécution. Donc de vous assurer que, en tout cas, l'événement aura lieu. Bon, maintenant, il faudrait aller vérifier que cet événement, il a eu lieu.
Donc, je vais aller sur mon site web, pas celui qu'on a créé tantôt, mais le mien, hein, vu que apparemment je vous ai montré mon ID et que je vais devoir changer l'ID, autant vous montrer le mien du coup. Donc ici, j'ai sur une autre adresse où là j'ai payé par mois le service. Je me souviens plus de quoi ça m'offre, mais ça m'offre des choses, c'est pour ça que je l'avais payé. Mais je vais dans NoIP, je vais dans Host User. Ici, on voit mon adresse IP upin DNS machin, et on peut voir que ici elle a été updatée à 11h06. Donc là, dernièrement, elle a été mise à jour. Donc en gros, ici, si je refais, donc on est à 11h06, j'espère qu'il y a une minute de passé. Je regarde s'il y a une petite minute de passé. Oui, il y a une minute de passé. Donc ici, je vais relancer le service. Donc stop. Voilà. Start. Voilà. Donc là, j'ai relancé le service. Donc techniquement, le script s'est relancé derrière et le compteur est revenu à 0. Dans la théorie. La pratique, ça n'a pas l'air d'avoir eu lieu. Ah bah si, ça avait lieu. Qu'est-ce que je raconte? Non. Ah tiens. Est-ce qu'il a retenu que c'est dans 1 heure et qu'il n'y a pas besoin de le relancer? Je suppose que c'est ça. Je crois qu'il a retenu que c'est dans 1 heure et que du coup il n'a pas relancé le timer. Ok, mais normalement on aurait eu ce magnifique message là qui aurait dû s'afficher. Donc ici je vais le faire à la main du coup pour être sûr que ce soit exécuté. Donc à la main, sudo / git. Basiquement ça c'est ce que le timer va faire. Sudo / git / python 3. Nanana. En gros, ce que lui va faire, c'est prendre cette commande et l'exécuter. Donc si je fais ceci, il va faire ceci. Donc il va exécuter l'appel. Et si je retourne là-bas, Enter, soudainement ce sera plus 6, mais ce sera 10. Donc là, on a mis à jour cette adresse IP là. C'est-tu pas beau? C'est-tu pas magnifique? Et donc voilà. Donc, basiquement, vous n'avez pas besoin de faire ce que je viens de vous montrer pour tous vos appareils à la maison. En fait, finalement, cette adresse IP là, si tous vos appareils sont chez vous, cette adresse IP là, vous n'êtes pas obligé d'exécuter ce que je viens de vous montrer sur tous vos Raspberry Pi, tous vos appareils de la maison. Il suffit soit que vous mettiez le code sur votre Windows et qu'à chaque fois que vous démarriez Windows, il met à jour. Soit que vous le mettiez sur un tout petit Raspberry Pi, même un vieux pourri Raspberry Pi quelque part sur votre maison. En fait, le Raspberry Pi va exécuter ça toutes les heures. Et vous allez vous retrouver dans une situation où votre adresse IP sera mise à jour là-bas. Et donc voilà, vous n'êtes même pas obligé de le mettre sur le serveur principal ou sur une application. Non, vous prenez le moindre Raspberry Pi qui traîne chez vous, vous mettez ce code là-dessus, vous laissez le Raspberry Pi tourner, ça consomme de 4 à 10 watts au Raspberry Pi en fonction de la puissance que vous lui demandez. Vous avez simplement un truc qui va actualiser. Tout ça pour dire, c'était NoIP. Et donc, voilà. Est-ce que j'ai autre chose d'autre à dire? Non, pas nécessairement, à part que si vous voulez en acheter un, ça s'achète ici sur le site de Raspberry Pi. Donc vous allez sur le Raspberry Pi, ici, pouf, il y a Raspberry Pi 5, vous faites acheter, et puis ici vous avez des revendeurs. Vous avez le type de modèle que vous voulez, puis vous choisissez le pays dans lequel vous êtes pour savoir qui revend. Si c'est pour l'éducation, l'industrie ou Home, c'est quoi la différence? C'est Home, c'est des trucs qui vous revendent à vous personnellement. Industrie, c'est pour acheter en grande quantité. Et éducation, c'est pour acheter quand vous avez besoin d'acheter 10, 20 Raspberry Pi d'un coup, quoi. Basiquement. C'est pas les mêmes prix, c'est pas les mêmes conditions. Et donc, voilà. Mais voilà, ça, c'est la façon dont vous achetez officiellement un Raspberry Pi. Mais si vous voulez me faire plaisir, vous pouvez utiliser Amazon ici. Et si vous allez acheter votre Raspberry Pi depuis Amazon, moi j'ai mon pourcentage sur le lien, dans la théorie, parce que des fois ça marche pas ce truc.
Mais dans la théorie, j'ai un pourcentage sur le lien, donc voilà, vous pouvez aller là-bas. Moi, je l'ai acheté officiellement sur le site web et pas sur Amazon, parce que bah, voilà, j'étais pas pressé. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi, ce que j'ai acheté, c'est la version avec le ventilateur. Que ce soit pour mon serveur en ligne sur ce truc-ci, sur Best Hosting, ou que ce soit chez moi, simplement parce que je veux pas cramer mon appareil en l'utilisant un peu trop. Et donc, du coup, voilà, ça coûte 6 euros, c'est pas la mort à rajouter. Et donc, voilà, j'ai pas essayé d'avoir le truc SSD, il y a plein de trucs autour, mais voilà. Petite notification, je sais que ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais tant que je suis devant les Raspberry Pi, il y a un truc qui est excellemment cool que je vous invite à aller regarder sur YouTube qui s'appelle le Raspberry Pi Module 5. Je vous en parle parce que ça peut peut-être vous intéresser si vous faites des serveurs et que vous savez faire un petit peu d'électronique. Non, yop, je vais aller directement sur le site de Raspberry Pi. Raspberry Pi Module 5. En fait, ça, c'est un truc que je trouve magnifique. Si vous voulez faire des serveurs, parce que si vous voulez faire de l'électronique, ouais, ça pour dire. En gros, vous avez un tout petit Raspberry Pi 5 ici qui coûte 45 euros. Et en fait, c'est tout ce que vous avez besoin pour faire un serveur. Vous n'avez pas vraiment besoin de plus. Le truc, c'est que ce petit Raspberry Pi a la particularité de se brancher dans d'autres boards. Donc en gros, vous pouvez acheter des boards de développement comme ça, où vous avez tout ce qu'il faut dedans. Mais en fait, vous prenez ça et vous le clipsez là, pouf, vous le clipsez dedans, poum, et vous avez votre Raspberry Pi avec maintenant de l'HDMI, du port USB et tout. Mais si vous voulez une board plus grande, vous pouvez faire une board plus grande. Si vous voulez une board plus petite, vous pouvez faire une board plus petite. Si vous voulez juste une petite bande qui vient alimenter, c'est tout, vous pouvez avoir une petite bande qui vient alimenter. Donc en gros, si vous n'avez pas besoin de tous ces trucs-là, vous pouvez juste avoir une petite board qui s'ajoute dessus. Je ne l'ai pas acheté, je ne l'ai pas encore acheté, je n'ai pas fait encore des tests avec, mais je vous garantis qu'il y a un jour où je vais craquer. Et en fait, je suis tombé sur des trucs très sympas par rapport à ça. Encore une fois, c'est si vous faites des serveurs Raspberry Pi, c'est pour ça que je vous en parle, ça peut être intéressant. Module 5, serveur. Voilà. Et je regarde si j'arrive à tomber sur la vidéo qui m'avait... ouais, par exemple, vous voyez, ça, c'est un petit module que vous branchez dans une petite blade ici, pouf. Et soudainement, vous avez ce qu'il faut. Vu que c'est ce créateur-là qui m'a montré, sur lequel je suis tombé, sur la vidéo qui m'a donné envie, je vais regarder si je vois pas sa vidéo dans les threads. Vous voyez que vous pouvez brancher une carte graphique dessus. Enfin, basiquement, quand vous êtes un peu foufou, vous pouvez faire des trucs de fou. Et moi, ce que je cherchais, c'est son rack A4. C'est une vieille vidéo ou... Vous voyez que ça, c'est la chaîne sur laquelle vous devez aller vous abonner si jamais vous êtes intéressé par le Raspberry Pi 5. Je crois que c'est ce genre de vidéo que je voulais vous montrer. Oui, Whiscat, on sait bien que les chats aiment bien la bouffe. Oh non, encore une autre. Non, on va passer les pubs. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Admettons, vous voulez faire un serveur de jeu avec de multiples Raspberry Pi, vous pouvez faire ça. Et je trouve ça trop génial que ce genre de board existe. J'ai pas encore regardé le prix que ça coûte et est-ce que ça vaut la peine ou pas. Mais je vous avoue que d'avoir la capacité de mettre plusieurs Raspberry Pi comme ça en série sur la même plaque pour faire des petits serveurs de Raspberry Pi, ça a l'air d'être très sympathique. Et donc voilà. Tout ça pour dire que le code soit avec vous. J'espère que j'ai pu réussir à vous apprendre comment utiliser NoIP, ce que c'est un petit peu Best Hosting, qu'on verra dans une autre vidéo, ne vous inquiétez pas. Et basiquement, comment vous pouvez configurer tout ça. Je suppose qu'il va y avoir des parties qui manquent, genre il y aura une partie qui manque par-ci, par-là, parce que vu que tout était déjà installé, il est fort possible que vous ayez des messages d'erreur que moi j'ai pas eu. Je me doute bien de ça. Je m'en excuse si ça arrive, mais c'est la vie. Tout ça pour dire, j'espère que ça vous a été utile. Que le code soit avec vous et on se voit dans une prochaine vidéo.
Juste pour rappel, c'est ça que j'étais en train de chercher. Vous allez sur GitHub Eloi, répertoire. Vous cherchez ici NoIP Update from Python et c'est ce code, c'est là que le code se trouve. Voilà, voilou. Bonne journée à vous. À la prochaine. Ciao, ciao.